Hello les amis, bienvenue dans ce troisième jour du calendrier de l'Avent. Et pour ce mercredi, en fait, j'avais envie de vous faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et aussi, je veux profiter d'avoir encore ma décoration de l'automne pour vous faire cette vidéo. Donc, si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, je vous présentais ma pile à lire pour ce challenge. J'avais réussi à mettre un livre par catégorie. Et maintenant, on va voir si déjà j'ai su ma pile à lire et si j'ai réussi à valider le challenge ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'y suis arrivée et si vous pensez que j'ai suivi ma pile à lire ou que je suis partie totalement en freestyle. Voilà, faites-moi vos pronostics et on verra à la fin si vous avez juste ou pas. Et disons que je m'étais aussi fixé que pour objectif d'atteindre le titre l'hydromel des sorcières, donc c'était de valider 6 catégories. Est-ce qu'à votre avis, j'y suis arrivée? Est-ce que j'ai réussi à atteindre un autre titre? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et pour rappel, alors c'était un challenge qui avait lieu du 1er septembre au 30 novembre et qui est organisé par le terrier de Guimauze. Et disons que comme chaque année j'y ai participé, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et là, il est temps de voir si j'ai réussi à valider toutes les catégories ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un challenge que j'ai toujours beaucoup de plaisir à réaliser. Et l'automne, c'est une saison qui m'inspire beaucoup, donc voilà. Là, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et c'est parti, je vais vous présenter tout cela. Le premier menu c'était Automne frissonnant avec sa première catégorie Monster Mash où là les mots-clés étaient Halloween, créature, classique, comédie, danse. Alors au départ moi j'avais mis l'Éden des sorcières, donc c'est le premier tome de Yumeji aux éditions Kiun, voilà je vous montre la couverture. Et je l'avais mis car je pensais que ça allait très bien avec créature étant donné qu'on voit un loup un peu plante. Sauf que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. À la place, j'ai lu Âme sang de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste sublime. Et là, pareil, ça allait très bien pour le mot créature. Car, alors, je vais pas vous faire des résumés, je vais vous donner des mots-clés en fait de ce que vous retrouvez à l'intérieur. Donc ici, on est sur des fées vampires. On a du harcèlement, mais vraiment quand même assez sévère comme harcèlement, et une lutte pour sauver l'humanité. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors pour moi c'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment, j'ai apprécié découvrir l'univers et ces fameuses créatures. Sauf que pour moi je dirais que ce qui a manqué c'est que j'aurais aimé avoir plus d'informations sur ces fameuses créatures, leur manière de vivre et sur un certain personnage. Sinon, c'est une lecture qui se lit vite à et haute précision, c'est un one shot, donc voilà, c'est vraiment, vous avez toute l'histoire sur cette lecture. Et c'est une lecture qui faisait un peu plus de 250 pages, et oui, un bon moment de lecture pour ma part, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on approfondisse plus certains points. Donc pareil, si vous voulez l'avis détaillé sur tous les livres que j'ai lus, alors déjà pour les résumés, ils sont dans la barre d'infos, et au cas où si vous voulez tout ce qui est mes points lecture sur un livre, eh bien vous les retrouverez dans mes vidéos points lecture. Alors ils seront dans ceux de septembre, octobre, ils sont déjà sortis, novembre va arriver par la suite, mais vous aurez toutes les informations là-dedans. Et toujours pour cette catégorie, j'ai également lu La Tour des Dragons, le tome 4 de Florian André en auto-édition. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et là, ça allait bien aussi avec le mot-clé créature. Donc là, pour juste vous faire les thèmes que l'on peut retrouver à l'intérieur, donc on a de l'espionnage, on a un monde parallèle, de la magie. Et disons que dans les 3 premiers tomes, on s'intéressait plus à une formation magique, tandis que là, on va plutôt s'intéresser à une année... l'année de service militaire. Voilà tout ce que je peux vous dire, mais dans ce tome il y aura également des créatures fantastiques et beaucoup de choses que vous allez retrouver. Donc pour moi ça a été une suite intéressante de voir déjà ce qui se passe après l'école de magie. Et pareil, il se passe beaucoup d'événements, on va rencontrer de nouvelles créatures, l'une bien particulière que vous verrez, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Et aussi, alors ce que je reproche, c'est que c'est des lectures très courtes et des fois, là vous suivez une année, on va dire, c'est sur moins de 100 pages, donc l'année se déroule très vite. Et certains éléments, j'aurais bien aimé aussi avoir un peu plus d'informations sur certaines péripéties qu'avait vu notre protagoniste, mais sinon, très bonne lecture et avec le retournement de situation qu'on a à la fin, disons que j'ai hâte de lire le 5e tome. La seconde catégorie c'était seriez-vous capable de l'arrêter avec pour mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Donc au départ j'avais prévu de lire Les Doigts Coupés d'Anne-Laure
Cyr, je sais jamais comment on prononce, et c'est aux éditions Point. Voilà. Alors, ce livre, il a été lu, mais pas pour cette catégorie, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Il a migré vers une autre catégorie pour le coup. Et à la place, j'ai lu donc Détective Conan, le tome 18 de Gosho Aoyama. Et là, ça m'a validé les mots-clés bien enquête, suspense, et aussi on peut dire manga plus identité, parce que si vous vous rappelez de l'histoire de Détective Conan, disons que Conan, c'est pas sa vraie identité, hein. Voilà. Et là, donc, comment vous dire, pour résumer les mots-clés, je pense que l'histoire, si vous connaissez Détective Conan, vous avez déjà entendu le speech principal. Et là, on va dire qu'on est sur beaucoup d'enquêtes, et on est sur des enquêtes vraiment variées au fil des tomes. Donc, ce tome-ci, j'ai bien aimé. Je sais plus si c'est dans celui-là, parce que j'en ai lu. Oui, oui, dans celui-ci, on a pas une belle avancée dans l'intrigue principale, pour le coup, et c'est ça que j'ai bien apprécié. J'ai été prise dedans à travers cette grande avancée, et disons qu'on a de l'espoir pour notre petit Conan, et disons qu'il va falloir attendre le tome suivant pour savoir si cet espoir va donner quelque chose ou pas. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, Détective Conan, une très belle lecture. En tout cas, je me suis régalée, j'aime bien les enquêtes, je suis toujours prise dedans. Et j'ai également lu Frisson Suisse, donc Le Trésor de la Grande Dixence de Clarisse Bowen, aux éditions Ozu Suisse. Donc voilà, je vous montre la couverture. Et ici, ça m'a validé les mots-clés enquête, également suspense. Et alors, tout ce que je peux vous donner ici comme thème, en fait, c'est qu'on est là de l'amitié, c'est du jeunesse. C'est un livre qui peut se lire de manière one-shot, hein, même si ça fait partie d'une saga. Et on a bien entendu un trésor à la clé. Et on va dire qu'il y a aussi un peu des menaces. Voilà, et de la découverte du barrage de la Grande Dixence en Suisse, dans le Valais. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et un autre point aussi intéressant quand même que je pense qu'il faut mentionner, c'est qu'on a des retours dans le passé. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Donc là, pareil, une enquête jeunesse qui est sympathique, en plus avec des illustrations qui accompagnent vraiment bien le récit. Bah, pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez, quand on est dans le passé, c'est comme ça en noir et blanc, les illustrations. Et quand on est à notre époque, voilà, c'est en couleur, donc vraiment très bien fait. Moi, je me suis régalée avec cette enquête, j'ai passé un bon moment. J'ai eu du plaisir à retrouver le barrage de la Grande Dixence, car je l'ai vu en vrai il y a des années. Et là, d'avoir une enquête qui s'y déroule, ça m'a plu. Et aussi de savoir que maintenant, on peut visiter l'intérieur du barrage. Donc ça peut être intéressant pour une prochaine visite où j'irai revoir le barrage. La prochaine catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Alors au départ, je devais lire La Chronique des Bridgerton, le tome 6, c'est Francesca de Julia Quinn aux éditions François Poche. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire, alors il va retourner dans ma pile à lire, et là je l'avais mis parce que je pense que ça aurait bien été avec le mot deuil, étant donné le résumé du livre. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ce sera partie remise du coup pour cette lecture. Et à la place, alors j'ai lu le tome 2 de Tibéria, Les créatures ancestrales de David Shop en auto-édition. Je vous montre la couverture qui est magnifique. Et alors là, ça allait bien avec les mots-clés secret et combat et œuvre française, donc plutôt au lieu de français, je dirais francophone. Et alors ici, les mots-clés que je peux vous donner, c'est qu'on a une quête, de l'aventure, rebondissement. Et disons que dans ce tome, nous avons, bien entendu, nos protagonistes vont partir à la recherche des fameuses créatures ancestrales. Et on a une lutte aussi pour détrôner le roi qui a été mis en place dans cet univers. Et on va se rendre compte que ce roi est vraiment infâme, j'ai envie de dire, est vraiment horrible. Et plein de, voilà, de ressources. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors ce tome 2, ça a été une très bonne lecture, je me suis régalée, c'est rebondissement sur rebondissement tout du long. Il y a également des révélations qui sont faites, mais je me suis retrouvée sur les fesses. Et j'ai apprécié la découverte des créatures ancestrales, et plus particulièrement du dragon que l'on voit sur la couverture. Et disons qu'avec le dragon, j'ai passé de très bons moments, donc je me suis régalée, même si c'est une belle bricasse sur le livre. On ne voit pas défiler les pages, et c'est ça qui est impressionnant. Et du coup, je ne peux que vous recommander cette saga. Et j'ai également lu Sayuri, donc c'est de Rensuke Oshikiri aux éditions Omake Manga. Voilà, je vous montre la couverture. Et là, ça allait bien avec les mots-clés esprit. Et je crois que c'est tout. Et esprit et deuil, on peut dire. Oui, effectivement, ça allait bien avec ces deux catégories. Donc là, comme vous en doutez, comme thème, je vais vous sortir le paranormal.
fantômes, vengeance, famille, et on va dire qu'il va se passer beaucoup de choses à l'intérieur. Donc c'est un manga, on va dire, qui est pas à mettre entre toutes les mains, parce qu'il s'y passe vraiment des choses horribles. Il y a des scènes, c'est vraiment très hard ce qu'il s'y passe. C'est vraiment de l'horreur à la japonaise. Donc c'est pas le même style que ce que vous trouvez dans les films américains, j'ai envie de vous dire. Et j'étais curieuse de voir ce que ça donnait en manga, et franchement, pour la période d'Halloween, ça passait très bien, ça fait froid dans le dos. Et vraiment, ce qui arrive à cette famille, c'est horrible. Et chaque fois qu'on se dit ça peut pas être pire, la suite, eh bien si, c'est pire. Et il y a beaucoup de trigger warning. Et pour vous donner une idée de dessin, voilà ce que ça donne. Donc on a des pages comme ça très claires avec au niveau des illustrations, et des pages qui sont très sombres quand il commence à se passer des choses. Après, il faut juste que j'arrive à vous en trouver une ou pour ne pas vous spoiler, mais voilà. Regardez, vous voyez, il y a des choses quand même, c'est un style de dessin particulier. Donc pour moi c'était une bonne décote. Alors c'est vrai qu'il a fallu s'adapter au style de dessin, et peut-être avec ce style de dessin que je suis moins habituée au niveau du manga, il y a des scènes que j'ai eu plus de mal à comprendre, que j'ai dû relire plusieurs fois pour vraiment comprendre ce qui s'y passait. Mais vraiment, cette lecture fait froid dans le dos, donc si vous aimez avoir peur, que vous cherchez une lecture d'Halloween et que vous aimez les mangas et l'horreur, allez-y, je pense que ça devrait vous plaire. Et la dernière catégorie de ce menu, c'était les songes maudits de Carmilla. Et là, les mots-clés étaient vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Alors moi, j'avais surtout pris vampire, nuit et surnaturel pour la lecture que j'avais mis de base. Donc c'était Chasse nocturne d'Alexandra Christos, édition de Saxus. Il est encore sous blister, donc vous vous doutez que je ne l'ai pas lu. Mais ce n'est que partie remise car il me fait très 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 envie. Mais voilà, pas eu le temps de le lire malheureusement. Et donc à la place j'ai lu Peggy Sue et les fantômes, le tome 1, Le jour du chien bleu de Véronique Grisot, Elodie Garcia, et s'adapter de l'œuvre de Serge Brussolo aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, donc c'est une bande dessinée. Et ici ça me validait donc les mots-clés surnaturel, et je crois que c'est tout. Nuit aussi, ça peut me valider nuit, voilà. Et horreur, on va dire, parce que même si ça reste du jeunesse, il y a quand même certaines scènes qui étaient bien flippantes, et je vous avoue que je ne donnerai pas ça à n'importe quel enfant, parce que certaines scènes peuvent vraiment faire très peur. Voilà. Donc ici, pour les mots-clés, on va dire qu'on a une jeune fille qui a des pouvoirs surnaturels, elle peut voir les fantômes, donc on a les fantômes, et il va se passer des éléments assez mystérieux, voire même des fois loufoques, dans la ville où elle est. Et on va vivre également aussi un peu du harcèlement de la part, parce que les gens prennent Peggy Sue pour une folle, parce que c'est la seule à voir les fantômes. Et les fantômes, on va dire, ne sont pas du tout gentils dans cet univers. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc, je ne connaissais pas les romans de Peggy Sue. Là, j'ai pu le découvrir sous forme de BD, donc c'est intéressant. Les illustrations sont vraiment très belles, avec une belle panel de couleurs. C'est très peps. Et comme je vous dis, des fois je trouve les illustrations font presque plus jeunesse que l'histoire que l'on nous donne à l'intérieur de cette BD. Et sinon, comme je vous dis, l'histoire c'est intéressant de la découvrir, sauf que malheureusement je pense que j'ai peut-être pas vraiment accroché à cette histoire. Alors disons qu'aussi, un point intéressant, c'est que ce qui se passe dans cette histoire nous fait quand même réfléchir nous en tant qu'adultes. Si les choses arrivaient vraiment, on se dire mais comment est-ce qu'on réagirait. Et disons que comme on a dû adapter, je pense, un roman en BD, il y a des transitions qui ont été faites, des sauts qui sont effectués pour que justement la BD est plus courte. Et par moments, j'avais l'impression quand même d'être perdue, donc voilà ce que j'aurais reproché. Mais sinon, si vous avez lu les romans Peggy Sue, pourquoi pas lire l'adaptation BD, ou si vous voulez tout simplement découvrir Peggy Sue, c'est une bonne alternative. En tout cas, moi, ça m'a plu de découvrir cet univers, et je suis quand même curieuse de voir si la suite va sortir en BD. Je pense, je me la procurerai. Et j'ai également lu La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre aux éditions Château d'Âme. Donc je vous montre la couverture qui est juste sublime. Et là, ça m'a validé les mots-clés manoir, nuit, surnaturel, gothique, je pense qu'on y est, et horreur. Donc celui-là, il rentrait quand même dans pas mal de catégories. Alors ici, au niveau des mots-clés, ce que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, on a du surnaturel, on a de l'historique, du paranormal, des esprits, des spectres, et une malédiction ainsi qu'une romance.
Voilà, tout ce que je peux vous donner. Et disons que j'ai bien aimé ce mélange entre les différents styles qu'on nous propose. J'ai bien aimé découvrir bien, ce fameux manoir et les gens qui habitent dans ce manoir. J'ai passé un moment de lecture, j'ai trouvé que la romance était bien amenée, c'est très court, mais on nous donne tous les détails qu'il nous faut. Et disons aussi qu'il y a des moments, comment vous dire, ça fait vraiment froid dans le dos. Il y a un passage surtout où j'ai eu froid dans le dos étant donné ce qui se passait parce que notre protagoniste, il va découvrir petit à petit ce manoir. Au départ, il va se dire, ouais, d'accord, il est un peu particulier. Et quand il va vraiment se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur, mais ça fait froid dans le dos. J'ai envie de vous dire ça, vraiment, j'ai eu très peur à ce moment-là. Et vraiment, c'était une bonne lecture, j'ai bien apprécié. Et, et j'étais prise dans l'histoire, donc voilà, très très bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Et j'ai hâte de découvrir d'autres parutions de cette maison d'édition. Ensuite, on passe au second menu qui se nomme Automne frissonnant avec sa première catégorie, la bonne auberge de la pierre levée, où il y avait pour mots-clés fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Alors moi j'avais mis le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent, donc je vous montre la couverture qui est magnifique. Et alors ce livre, je l'ai lu, et pour cette catégorie, c'est bien le premier, mais là celui-ci j'avais vraiment envie de le lire, et il l'intégrait parfaitement pour les mots-clés fantasy, médiéval, on peut... Oui, peut-être pas médiéval, mais musique également, car je vous explique. En fait, ici, pour les thèmes, en fait, nous sommes sur des réécritures de contes, donc 2 réécritures de contes, dont notamment La Petite Sirène, et du point de vue de la méchante. Et, autre thème important, on va parler de vengeance, et aussi de malédiction. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'était un livre très intéressant à lire. Et je trouve que justement, au niveau de la musique, ça allait bien avec le mot-clé musique de la catégorie parce que une sirène, eh bien, comme pouvoir, elle a son chant. Et au niveau de la fantasy, tout simplement. Donc moi, franchement, cette réécriture de conte, j'ai vraiment apprécié car si vous voulez, c'est une suite du conte d'origine de la petite sirène. Donc le conte, c'est d'Anderson, j'ai toujours un doute. Je crois que c'est Anderson, la petite sirène, oui, oui, c'est ça. Donc c'est une suite au conte d'Anderson, mais du point de vue de la sorcière des mers. Donc ça, c'était intéressant d'en apprendre davantage. Et franchement, je me suis régalée car la sorcière des mers, c'est un personnage, certes, elle est cruelle, elle a envie d'aller au bout de ce qu'elle a défini, mais on va aussi la voir évoluer, éprouver des sentiments. Et ça, c'était intéressant d'analyser ce personnage. Et à côté, on a des personnages qui sont vraiment bien réalisés, certains attachants, d'autres moins. Et il va se passer beaucoup de choses, et notamment, elle va elle va se faire des ennemis puissants, donc contre lesquels elle va devoir lutter. Et ça, je trouve que c'était très intéressant. Et on a une fin qui est vraiment très émouvante, que je n'avais pas vu venir, en tout cas de cette manière. Et voilà, fin très intéressante, donc je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, c'était une lecture que j'ai vraiment appréciée. Et c'est un magnifique objet livre, notamment, voilà. Vous avez cette image à l'intérieur qui est juste magnifique. Et une image qui est parfaitement pour l'automne. Si, ça fait vraiment très automnal. Moi, en tout cas, je me suis régalée avec cette lecture. Alors après, j'ai peut-être un peu plus de mal à rentrer dedans au début, mais une fois que ça a été fait, je me suis régalée. J'ai apprécié découvrir l'histoire de notre sorcière des mers et voir ce qui lui arrive. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est de découvrir l'autre conte que je ne vous révélerai pas, car c'est fait exprès, on nous révèle surtout celui de la petite sirène, mais l'autre, je vous laisserai oui, il faut le lire pour le découvrir, mais c'est un conte qui est moins connu, mais que j'avais déjà lu une réécriture à son sujet, donc j'ai trouvé intéressant aussi d'en reparler dans cette lecture. Et j'ai également lu le dernier tome de Tibéria, donc là c'est les 5 cloches de David Shop, toujours en auto-édition, donc je vous montre aussi cette magnifique couverture. Et là je vais pas revenir sur les mots-clés du livre, c'est les mêmes que pour le tome 2, donc, sauf que là, vous imaginez, on va être sur le combat final. Alors ici ça allait bien avec les mots-clés effectivement, fantasy, quête et voyageur, car nos protagonistes vont beaucoup voyager tout au long de la trilogie. Et disons que ce dernier tome était retentissant, il se passe beaucoup de choses, on voit des choses horribles, donc il y a des trigger warnings, et il se passe vraiment énormément de choses, on est sur différents fronts, les points de vue multiples, et bien c'est vraiment bien amené, car comme on suit différents personnages, ils sont à plusieurs endroits, donc on va voir ce qui se déroule dans les différentes contrées, et
Vraiment, c'est cette lutte finale qui va être vraiment périlleuse. Il va y avoir des sacrifices, des choses vraiment... vraiment, on va pas être épargné avec ce dernier tome. Et jusqu'à la dernière ligne, l'auteur parvient à nous tenir en haleine, car même quand on pense que c'est fini, il y a de nouveau un nouveau rebondissement qui arrive, et vraiment c'était incroyable, une lecture que j'ai adorée. Je n'ai pas vu défiler cet énorme bricasse qui fait plus de 600 pages. J'étais prise dedans. Et cette trilogie, si vous aimez tout ce qui est fantasy, l'aventure, avec plein de rebondissements et vraiment un monde très bien détaillé avec des créatures, tout ce que vous voulez, allez-y, franchement, cette lecture mérite d'être lue et découverte. La prochaine catégorie, c'est chaudron, foudre, éclair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et au départ, j'avais mis La captive de Dunkelstadt, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a été lu pour d'autres catégories. Et donc à la place, j'ai lu Violette Ténébris, le premier tome, l'animal totem de Marie Manant, Flavie Di Vita et Joël Odon aux éditions Jeune Gauche. Je vous ma couverture ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et ici, ça allait très bien avec les mots-clés magie, sorcière, potion et famille. Donc comme thème, ce que je peux vous donner, c'est qu'ici, effectivement, il y a de la sorcière. On a une jeune femme qui est différente, un univers qui est assez sombre. Et elle va devoir partir à la recherche de son animal totem. Et justement, il y a cette quête, en fait, la recherche de son animal totem. Et c'est une BD que j'ai tout simplement adorée car il s'y passe beaucoup de choses. On a un personnage qui est attachant. On va rencontrer d'autres protagonistes qui sont aussi attachants et tout. Et dont un protagoniste bien particulier qui est spécial car franchement, il m'a fait mourir de rire tout du long par ses répliques. Il va se prendre le chou avec Violette, il va... Et aussi on va voir qu'il y a autre chose qui va devoir préoccuper Violette. On va voyager dans différents univers. Et aussi, autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que même si Violette est différente dans son monde, elle n'est pas vraiment acceptée. Ses parents, par contre, acceptent totalement sa différence. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et on a un dénouement final qui est juste plein de rebondissements captivants. Et étant donné ce que je suppose pour la suite, je pense que le second tome va être tout aussi intéressant. Et j'ai hâte de voir comment Violette va évoluer avec le protagoniste que je vous disais qui est vraiment très drôle. Et j'ai également lu Fascinante créature de Laura de Siebenthal aux éditions Baudelaire. Donc voilà, je vous montre la couverture. Et là, ça allait très bien également pour les mots-clés fantastiques, magie, potion, infusion, même herboristerie, amour et famille. Donc là, ça vraiment, ça matchait bien. Et là, comme mot-clé, ce que je peux vous donner, donc on a du vampire, de la romance, une protagoniste avec des dons particuliers, un enlèvement, un univers plus sombre, mais qui reste quand même dans notre réalité à nous, et aussi pas mal des liens avec le monde des rêves. Voilà, donc là, c'est aussi une lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante. C'est assez court, donc ça se lit vite. Et j'ai apprécié rencontrer notre protagoniste sur les liens forts qu'elle avait avec sa sœur jumelle et sa meilleure amie, découvrir son quotidien, ses dons, et ensuite, disons, avoir la rencontre avec un autre protagoniste, et ensuite comment les choses vont s'enchaîner suite à l'enlèvement de sa sœur jumelle. Et découvrir cet univers plus sombre aussi, ça m'a beaucoup plu, franchement, j'ai beaucoup aimé découvrir la plume de l'autrice, ça se lit bien, c'est agréable. Et c'est vraiment une histoire qui était prenante, où c'est que j'avais hâte de voir comment ça allait se poursuivre. Après, ce que j'ai reproché, c'est peut-être que, comme c'est court, il y a certains éléments, j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations. Et sinon, autre point que j'ai bien aimé, c'est la manière dont va se développer là, gentiment la romance à l'intérieur. Et voilà, une très bonne lecture pour ma part, en tout cas, j'ai passé un agréable moment, j'ai apprécié découvrir la plume de cette autrice. Alors la prochaine catégorie, c'est le cercle de la comté, et là les mots-clés étaient faits, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Donc au départ j'avais mis le tome 5 d'Arias Masterpiece, c'est de Kozue Amano aux éditions Kiyun. Voilà, je montre la couverture. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de le lire, mais il serait très bien allé, je pense, avec les mots réconfort, joie et vivre ensemble tout simplement. Malheureusement ça sera un parti remis, je n'ai pas eu le temps de sortir ce manga. Et à la place, j'ai lu Blue Tattoo
de Rodolphe et Pierre-Emmanuel Dequest, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions La Boîte à Bulles. Je vous mets la couverture ici. J'ai lu cette BD en numérique. Et là, alors ça allait bien avec le mot vivre ensemble, je trouvais. En fait, on va suivre, là c'est inspiré d'une histoire vraie, on va suivre l'histoire d'Olive Oatman, qui a été enlevée pendant qu'elle voyageait avec ses parents par des Amérindiens. Et elle va revenir des années plus tard à la civilisation et disons qu'elle va inspirer la curiosité mais à la fois la peur, car elle revient avec des tatouages, surtout sur le visage. Et on va suivre son histoire et à côté on a des chasseurs de primes qui sont engagés des années plus tard pour retrouver le livre parlant d'Olive Oatman. Et ils ont pour but de récupérer tous les livres et de les brûler, sauf qu'un des chasseurs de primes et ça va attiser sa curiosité et il va commencer à lire l'un des exemplaires de ces livres. Voilà tout simplement. Pour le résumer, disons que c'est plus simple de vous en parler comme ça, surtout que c'est tiré de faits réels. Et là aussi c'était une très belle lecture. Alors il y a des trigger warnings, bien entendu, mais c'est intéressant de découvrir cette histoire inspirée de, comme je vous dis, de faits réels et de découvrir la vie d'Olive Oatman à travers les différentes tribus amérindiennes qu'elle a toutes côtoyées. Donc des fois c'était pas facile et d'autres fois, par contre, elle a vraiment tissé de véritables liens avec la tribu dans laquelle elle était. Et on va aussi vivre son retour à la civilisation, voir que voilà comment ça s'est passé pour elle et ce qui l'a choqué quand elle est revenue. Et aussi, comme je vous dis, on a cette idée avec ces chasseurs de primes. Donc on va suivre particulièrement l'un des chasseurs de primes, celui qui a eu l'idée de lire un des exemplaires. Et on va suivre son histoire lorsqu'il va être engagé dans un certain domaine. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc c'était une lecture vraiment intéressante, j'ai bien aimé la BD, vraiment très bonne BD. Et le style de dessin était vraiment très bien fait et j'ai beaucoup aimé la colorisation qui me faisait penser un peu à comme si les dessins étaient coloriés à l'aquarelle et je trouvais que ça donnait un effet vraiment intéressant. Et vraiment, pour moi, c'était une vraie découverte cette BD. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur la vie de cette jeune femme et ce qu'elle a vécu, je vous recommande vivement de découvrir cette bande dessinée. La prochaine catégorie, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et là, il fallait lire un livre avec une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone, donc marron, beige. Et d'abord, j'avais mis un tome d'Alice. Donc Alice, c'est l'avion fantôme de Caroline Quinn aux éditions Hachette, donc c'est dans la collection Bibliothèque Verte. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. À la place, j'ai lu le second tome du dernier oracle, donc le tome de Olympie, d'Enora Curtin en auto-édition. Voilà, donc la couverture me semblait assez dans les teintes marron beige, en tout cas de mon point de vue. Et disons qu'ici, alors on est dans un univers avec les oracles, donc des êtres particuliers qui peuvent prédire l'avenir et donner des prédictions aux personnes. Et on va suivre une jeune femme qui va se découvrir un don particulier et on va voir donc son périple. Alors dans ce tome 2, effectivement, il va se passer pas mal de choses, il y a des trigger warnings. J'ai passé un excellent moment de lecture car on va voir aussi la place qu'a la femme dans sa cité et le fait que c'est dur d'accepter certaines choses qui ne sont pas dans l'ordre qui a été établi jusqu'à présent. Et justement, elle va en payer les frais, on va dire, tout simplement. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, voir la manière dont elle va en payer les frais. Et ensuite, la manière dont les choses ont progressivement changé. Et donc là aussi, on va gentiment découvrir la vie des oracles. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce second tome. Donc je l'ai dévoré, j'ai passé un agréable moment de lecture. Et franchement, je suis curieuse de découvrir la suite. Et j'ai également lu L'insignifiante petite histoire de Gabriel Mus, aussi en auto-édition. Je montre la couverture que je trouve magnifique. Et là, pour vous donner des mots-clés, donc on est sur une correspondance entre une grand-mère et son petit-fils. Mais disons que le petit-fils n'est pas au courant que c'est sa grand-mère qui y écrit, car la grand-mère se fait passer pour sa petite souris. Donc elle lui écrit à chaque fois qu'il perd une dent. Et on va dire qu'on va parler de l'histoire de ses grands-mamans, mais tout revu du point de vue d'une petite souris. Et vraiment, ce livre, il m'a profondément émue. J'ai trouvé que cette histoire était vraiment touchante, de suivre cette correspondance qui s'enchaîne sur plusieurs années et de découvrir l'histoire de cette petite souris qui... On croit que c'est une insignifiante petite histoire, mais elle n'est pas si insignifiante que ça. On va aborder des thèmes importants mais revus, notamment la Seconde Guerre mondiale qui est revue du point de vue des souris. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. Il y a des thèmes qui peuvent paraître assez durs, mais
Vraiment, c'est très très bien fait. Je sais pas, je peux juste vous dire, lisez-le car ça vaut le détour. Et aussi, ce livre, on peut passer des moments vraiment très drôles, notamment je pense à un moment en lien avec la religion qui était à mourir de rire, mais on a aussi des moments plus sérieux et aussi vraiment avec beaucoup d'émotions et c'est ça que je trouve qui fait la force de ce livre. Et à travers ces correspondances, on découvre l'histoire de cette petite souris et nous de savoir que derrière c'est la grand-mère en fait qui raconte son histoire. Franchement, c'était bouleversant et c'est une lecture qui vaut vraiment le détour, que je vous recommande de lire car très très bien amenée et je me suis régalée à découvrir l'histoire de cette petite souris au fil des lettres. Et le dernier menu c'est Automne rayonnant avec sa première catégorie je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, où les mots-clés étaient mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Moi tout d'abord j'avais mis un Twisted Tale avec ce monde qui est le mien de Gjen Kalonita aux éditions Hachette Hilloz, où je pense que ça aurait été bien, où ça aurait bien été avec le thème mythologie et féminisme et même émancipation. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de le lire et je vous avoue que avec une réécriture d'Hercule, je vois plutôt la lire en été, c'est peut-être aussi pour ça que je ne me suis pas hâtée de la sortir, mais en tout cas ce n'est que partie remise car ce Twisted Tale me fait très envie. À la place, j'ai lu Les Reines de Sang, Messaline, la déesse des miroirs de Blenguino, Sarkion et Gonzalbo aux éditions Delcourt. Je vous mets la couverture ici car c'était une BD que j'ai lue en numérique également. Et là, on est sur de la mythologie romaine. Donc normalement, le personnage de Messaline a vraiment existé et on va découvrir son histoire. Donc ici, ça va aussi très bien avec la mythologie, je trouvais, et le thème un peu d'émancipation et de féminisme. Donc comme je vous dis, on va suivre l'histoire de Messaline, on va découvrir euh, comment, à qui elle a été mariée, donc, et en fait comment elle s'est créée une certaine réputation, et aussi la sentence à laquelle on l'a condamnée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a été condamnée à la sentence à l'oubli, et que malgré toutes les années, on aurait dû oublier son nom. Et en fait, à notre époque, son nom est toujours connu, on sait encore qui c'est. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant à travers cette BD de découvrir son histoire. Il y a quand même un peu de fantastique qui est intégré, notamment à travers le miroir qui a une importance, une assez grande importance là-dedans. Et c'était une BD intéressante que j'ai trouvée car vraiment, je ne connais très peu de choses à la mythologie romaine et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur ce personnage et aussi sur d'autres de la mythologie romaine ou vraiment des personnages, je dis mythologie mais c'est des personnages qui ont vraiment existé comme les empereurs, ces choses-là. C'est vrai que je suis assez novice là-dedans et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus à travers cette BD, donc vraiment j'ai trouvé que c'était intéressant. Et en plus on a des dessins qui sont réalistes et aussi assez peps au niveau des couleurs, mais vraiment ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur la Rome antique, je crois qu'on dit, voilà, la Rome antique, et d'en apprendre plus sur ce personnage. Et j'ai également lu le second tome de Tanis, le démon de la mer morte de Denis Bajram, Valérie Mangin et Stéphane Perger, je sais jamais comment on dit, aux éditions Dupuis. Voilà, je montre la couverture qui est magnifique, et là aussi ça allait avec les mots-clés mythologie, liberté et émancipation. Donc ici, pour vous parler des thèmes, en fait on est sur de la mythologie égyptienne, mais avant vraiment l'Égypte antique, c'est un monde qui a été imaginé, mais on a quand même les dieux de l'Égypte antique, et on va dire que les dieux ont encore une place importante dans cette histoire. Ils sont encore là vraiment, on voit qu'il y a une part un peu de fantastique à l'intérieur de vraiment les dieux sont encore présents, et on va suivre une jeune fille qui a été renié par tous à cause de ses cheveux blancs, mais qui a été élevé par l'ancien, en fait, qui est un peu un guérisseur et qui suit la formation avec lui, et puis il va se passer pas mal de choses. Et dans ce second tome, en fait, on va plutôt voir comment est-ce que ça va se passer suite aux éléments qui ont eu lieu dans le tome 1, et on va surtout suivre plutôt les personnes qui ont survécu au massacre du premier tome. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et là, dans le second tome, j'ai trouvé que c'était intéressant que justement notre jeune fille Tanis, elle soit plus effacée, car Tanis en fait, elle est vraiment rongée par la culpabilité de ce qui s'est passé dans le premier tome, donc elle est moins au premier plan. Et on va suivre plus d'autres personnages, et on va dire que là, dans ce tome, on va aussi parler d'esclavage.
et voir ce qui va leur arriver. Il va y avoir du voyage, on va découvrir des lieux qui existent vraiment, c'est intéressant de découvrir, et aussi découvrir un autre mythe dont les auteurs se sont inspirés. Et alors j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant la manière dont l'histoire était créée, et surtout qu'on va découvrir un nouveau personnage qui en veut vraiment à Tanis, et qui va pas la lâcher en lui disant non non toi tu nous as fait souffrir, maintenant tu vas souffrir à ton tour, et tu vas vraiment, tu vas pas lâcher. Mais par contre, elle a ce côté envers Tanis, elle est très brutale, mais elle va essayer d'aider toutes les autres personnes, vraiment. On va découvrir deux facettes de ce personnage, et ça je trouvais que c'était intéressant. Après, tout ce que je pourrais reprocher, c'est que là, on va dire, il y a une menace qui va arriver à la fin de ce tome, et j'ai trouvé que la menace était assez vite éliminée, tout simplement. Et étant donné comme le tome se termine, je suis curieuse de voir ce qui va arriver à Tanis par la suite, mais en tout cas une BD très intéressante, avec des planches magnifiques, et très réalistes, pour vous donner une idée. Alors après, il y a aussi bien entendu des trigger warnings. Là on a sur des planches qui sont plutôt vives, mais on a aussi des planches avec une palette plus sombre aussi, je trouve c'est vraiment bien fait. Et vraiment j'aime beaucoup cette idée de mythologie égyptienne, mais en sachant qu'on est dans un monde avant la mythologie égyptienne vraiment que l'on connaît et que les auteurs ont totalement inventé. Et ce qui était pas mal aussi, c'est à la fin, on a des planches qui expliquent en fait de quoi se sont inspirés les auteurs pour réaliser ce tome. La prochaine catégorie, c'est ma meilleure ennemie avec les mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Alors là, j'avais mis le tome 4 d'Akotar, donc un palais de flammes d'argent de Sarah Gilmas aux éditions La Martinière Fiction. Là, je vous montre la couverture. Et malheureusement, je ne l'ai pas sorti. Il faut que je le sorte car c'est l'objectif, c'est de le lire jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai encore le mois de décembre pour essayer de le sortir et de le lire, donc ça va être un peu compliqué car c'est une belle bricasse, mais c'est l'objectif que je m'étais fixé pour cette année, relire et la saga Cotard, donc ça c'est fait, mais découvrir également ce tome 4 que je n'avais pas lu à l'époque, et là donc va falloir que je trouve le temps de le sortir sur décembre. À la place, j'ai lu le dernier Oracle, donc le premier tome d'Enora Curtin en auto-édition, donc les mots-clés dont je vous parlais sont les mêmes que pour ce deuxième tome, sauf que là, comme vous pouvez en douter, on part plus sur l'idée de découvrir le don particulier qu'a notre protagoniste et de voir à quoi elle est amenée, car justement, on va dire, la manière de penser des gens justement va faire qu'elle ne sera pas acceptée dans sa propre cité. Et là, ça allait très bien, donc je trouvais avec l'idée d'inégalité, et le fait aussi de rebelle, le mot-clé rebelle, je trouve ça allait bien, et effectivement c'est un peu de sacrifice, car on va dire elle va devoir se sacrifier, notre protagoniste, pour à cause de son don. Donc voilà, pour moi c'était aussi, comme je vous dis, ce premier tome était vraiment intéressant. Et à un moment donné, on va avoir un voyage à travers le désert. Alors tout ce que j'ai reproché à ce tome, c'est que le voyage à travers le désert était intéressant, il se passe beaucoup de choses, on va voir comme quoi c'est très dur pour elle de survivre à travers ces étendues désertiques. Et par contre, ce que j'ai trouvé, c'est juste que peut-être ce voyage à travers le désert était un peu long. Mais par contre, très intéressant tout ce qu'on va y découvrir de l'univers, toutes ces choses-là. Donc ce premier tome, je me suis régalée. Et comme je vous ai dit, le tome 2, idem. Donc maintenant, je suis curieuse de voir la suite. Et j'ai également lu donc Les Doigts Coupés de Danlor Cyr, je sais jamais comment on dit, aux éditions Point. Donc voilà, je vous montre la couverture. Je l'avais mis dans une autre catégorie, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là donc, finalement je l'ai mis dans cette catégorie car je trouvais que ça allait bien avec les mots-clés hiérarchie, inégalité, rebelle aussi et sacrifice. Et là, alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un polar comme thème. On va voyager entre deux époques, donc à notre époque on va découvrir une sépulture et voir comment est-ce qu'on va la présenter au public. Et aussi on se pose la question si on n'assiste pas à la première scène de crime de l'humanité, après ce qu'on a retrouvé dans cette sépulture. Et après on a un voyage dans le temps à l'époque des Homo sapiens, et on va découvrir une jeune femme qui a vécu à cette époque. Et autre fait marquant, on va dire, qu'il y a dans cette sépulture, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de traces d'empreintes de mains de femmes. Et toutes ces empreintes de mains, en fait, ont des doigts sectionnés. Voilà. Et donc, on va, en retournant dans le temps, on va découvrir la manière dont vivait notre jeune femme Holly. Et la hiérarchie qui était imposée, et ce qui était imposé aussi aux femmes. Donc là, ça a été une lecture plus mitigée pour ma part, car je me disais que ce retour dans le passé me plairait.
Et finalement, alors j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'on nous décrit, les paysages de l'époque, toutes ces choses-là, la manière dont ils vivaient, l'envie de rébellion d'Ollie, c'était très intéressant. Seulement, je vais être claire avec vous, alors il y a des trigger warnings, effectivement. On est sur du polar, voilà, donc je vais aussi imaginer ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Mais ce qui m'a surpris, c'est que je ne m'attendais pas à retrouver autant de scènes, ou qu'on aborde autant l'aspect sexuel à travers cette histoire. Un autre point qui m'a aussi un peu dérangé, c'est que je dois dire que nos protagonistes, pour dire que c'est des homo sapiens, ils partent de manière très moderne, ils s'intéressent à des choses qui sont très modernes. Et pour moi, ça l'a pas fait ce passage de se dire, ouais, ils avaient une mentalité trop proche de celle de notre époque pour que ça colle au niveau de la leur. Et c'est ça qui m'a peut-être fait décrocher au niveau du récit. Et aussi, ce que j'ai trouvé, c'est une lecture qui est assez courte, si vous voulez. Et l'histoire se termine sur, en fait, un élément qui incite au changement. Et je trouve que c'est dommage de s'être arrêté là, car si on nous avait mis encore quelques chapitres pour voir comment les choses auraient évolué au fil du temps, ça aurait pu être intéressant. Mais comme je vous dis, malgré tout, c'était une histoire qui était intéressante au niveau de suivre Ollie et de voir comment les interprétations qu'on fait sur la sépulture qu'on a trouvée, les hypothèses que l'on va amener à notre époque, en disant, ben voilà, on pense que ça veut dire ça, etc. Donc c'était intéressant de voir ça. Et aussi de voir la manière dont évolue la tribu d'Ollie, tout ça, c'était très intéressant. Et aussi de voir, en fait, les découvertes qu'a fait Ollie et le fait d'avoir voulu les partager, à quoi ça va mener. Voilà, tout simplement. Vraiment un livre intéressant, mais c'est pour moi qui a été assez mitigé à cause de ce que je vous ai dit, notamment le fait d'avoir cette mentalité qui est très moderne, trop moderne je trouve pour cette époque. Voilà. Après, l'autrice a expliqué pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, elle a donné son point de vue, alors ça, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, mais moi, c'est pas ce que je m'attendais à trouver en lisant ce livre, tout simplement. Voilà. Mais si vous aimez les polars et que vous avez envie de faire un saut dans le temps, eh bien je pense que cette lecture pourrait vous intéresser. La prochaine catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Et là, les mots-clés étaient nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Alors au départ, j'avais mis La guerre des clans, Short Adventure, le cœur de Petite Feuille d'Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous mets la couverture ici car c'était que j'ai en numérique. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire. Mais voilà, je le garde précieusement dans ma pile à lire car c'est un livre de la guerre des clans que j'ai envie de découvrir par la suite. Et à la place, alors j'ai lu La case des sorcières de Lydia Ramos en auto-édition, je vous montre la couverture. Et ici, alors ça allait très bien avec les mots-clés nature, écologie, et je dirais même paix aussi tout simplement. Donc ici, comme mot-clé, ce que je peux vous donner, c'est qu'on suit un groupe de jeunes femmes qui vont en vacances aux Antilles. Plus précisément, c'est aux Saintes, voilà. On va découvrir une amitié, voilà, comme thème il y a vraiment l'amitié, et aussi différents mystères qui relient ces jeunes femmes entre elles, tout en abordant aussi la notion d'écologie et également un peu de magie. Voilà, donc c'est une lecture, je dirais que c'est vraiment feel good. J'ai apprécié ce côté de feel good, de voir ce lien qui se crée entre ces femmes qui s'étaient jamais vues auparavant et qui sont quand même, elles ont entre 23 et 52 ans, donc elles n'ont pas le même âge, elles ne se sont jamais vues avant, donc c'est intéressant de voir le lien qui se tisse. Il y a également aussi un lien avec le passé qui est fait, et on va découvrir aussi des éléments qui se passent sur l'île où elles sont en vacances, et en quoi elles sont liées à ça. Et vraiment, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, intéressante. Après, c'est une lecture qui est très courte, et je dois dire que moi, comme elles sont quand même 5, des fois je m'en mêlais un peu les pinceaux au niveau des prénoms, de savoir là, qui était qui. Et aussi, elles ont après chacune un don particulier. Alors c'était un peu compliqué de me souvenir déjà les prénoms, plus savoir qui avait quel don. Mais sinon, une très bonne lecture, et disons que la manière dont ça se termine, il y a possibilité qu'il y ait une suite, et en tout cas je serai heureuse de retrouver nos 5 protagonistes dans de nouvelles aventures. Et la dernière catégorie, c'était rester tout le temps avec Brindy, avec pour mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Et là, alors j'avais mis au départ L'ours et la renarde, donc le premier tome de R11 d'or, et c'est en auto-édition, donc voilà, je vous montre la couverture. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais il me fait très envie, donc il va revenir dans mes prochaines piles à lire. Et cette fois, j'espère avoir le temps de le lire. Et à la place, j'ai lu Frisson Suisse
Black Justice 5.0 de Nicolas Feut aux éditions Ouzo Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Alors là, je vous avais dit avant que les Frissons Suisses, c'est des one-shots qui font partie de la saga Frissons Suisses. Mais les Black Justice, faut les lire dans l'ordre par contre. C'est vraiment une saga qui se suit, donc vous commencez par le Black Justice 1.0 et après vous suivez. Donc là, on va retrouver nos protagonistes pour une nouvelle aventure. Et là, je trouvais que ça allait bien avec les mots-clés amitié, animaux pour le coup, et jeunesse, car tout simplement, effectivement, les Frissons Suisses, c'est des polars jeunesse, des 10 ans que c'est noté. Et dans cette aventure, donc effectivement, on a du mystère également, une enquête qui a lieu depuis le Black Justice 1.0, et puis là, on avance progressivement sur cette enquête. Et là, chaque fois, on va dire nos protagonistes sont amenés dans différents lieux, donc pour ce tome 5, on se rend à Genève pour découvrir cette nouvelle aventure. Et disons que là, il y a une assez grande avancée au niveau du récit. Et vu comme ça se termine, disons qu'il y a pas mal de rebondissements. On a une grosse révélation qui est faite, mais c'est amené de manière à nous faire douter, parce qu'on a déjà une idée de ce que ce sera cette révélation, mais après c'est amené, on nous fait douter en fait de ce que l'on sait, et après on a la révélation et on est sur les fesses tout simplement. Et le dénouement final qu'on nous amène, eh bien, donne envie de découvrir la suite. Après, comme pour l'autre Frisson Suisse, vous avez des illustrations qui sont vraiment magnifiques. Voilà et aussi on a un mystère on va retrouver un mystère qui a un lien avec l'époque. Donc ça aussi c'était intéressant. Donc voilà les illustrations que je peux vous montrer. Et ça pareil, ça se lit très vite. J'ai passé un bon moment de lecture, j'ai adoré suivre, retrouver nos personnages, voir ce qui va aller se dérouler dans ce tome. Et aussi je dois dire que l'auteur il m'a aussi fait douter vraiment sur cette révélation, car j'étais persuadée de savoir ce qu'il allait nous révéler. Et après, il est vraiment venu le doute de me dire, mais attention, est-ce que ça va être un énorme rebondissement et que c'est quelqu'un à qui on n'avait pas pensé, que la révélation, ça va être tout autre chose. Et finalement, quand même, quand la révélation est arrivée, j'ai été surprise. Et maintenant, j'ai hâte de lire la suite. Et en tout cas, c'est toujours une série que j'affectionne particulièrement, qui se lit très vite. Et j'aime beaucoup aussi le côté jeunesse et les illustrations qu'on nous propose à l'intérieur. Et j'ai également lu Le Chant de la Lionne et du Dragon de Mati Madiel aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, je trouve la couverture magnifique. Et là, pareil, ça va bien avec les mots-clés amitié, animaux, aventurière quand même. Alors ici, on est sur une réécriture de conte. En fait, c'est une réécriture du conte, je sais noter ici, La fauvette qui chante, qui sautille. Donc c'est un conte que je ne connaissais pas. Et disons que, comme au thème important, on va avoir quand même une forte amitié, une romance, et vraiment on va avoir de la tolérance dans ce récit, donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, et une malédiction, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vraiment un récit que j'ai vraiment apprécié, j'ai passé un très bon moment de lecture. On a des personnages qui sont vraiment complets, attachants, et ce que j'apprécie, c'est cette amitié qui va se créer entre eux. C'est très fort, c'est puissant, on apprécie chacun de ces protagonistes. Et petit à petit, on va découvrir en fait le mystère qui est lié à cette malédiction. Qui a lancé la malédiction? On va vraiment essayer de résoudre ce mystère, déjà de savoir d'où est venue cette malédiction, pour ensuite essayer de l'annihiler tout simplement. Et ça que j'ai trouvé que c'était bien fait. Et notre personnage principal aussi, elle a un attachement particulier avec son animal de compagnie, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et aussi ce que j'ai apprécié avec notre protagoniste principal, c'est qu'on voit qu'elle a des faiblesses, qu'elle a vécu des choses qui l'ont traumatisée, et comment ça se répercute maintenant. Et ça j'ai vraiment apprécié dans un personnage comme ça, et en plus elle est très courageuse, et tout ce qui va se passer, franchement c'était intéressant, il y a des rebondissements, il y a une fin qui était aussi vraiment captivante mais aussi émouvante, et j'ai passé un excellent moment de lecture. Donc là pareil, si vous voulez découvrir cette écriture de conte et découvrir une histoire mais vraiment forte et avec des personnages très intéressants, complets, et cette amitié incroyable, foncez, car franchement moi je me suis régalée, c'était une très bonne lecture. Et voilà, j'arrive donc au bout de ce bilan. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pu valider toutes les catégories. Donc j'ai largement atteint mon objectif avec de valider le challenge. Et même pour certaines catégories, j'ai pu la majorité du temps mettre 2 livres.
Donc vraiment le challenge est plus que validé. Et au niveau de l'objectif que je m'étais fixé là aussi, il est largement validé. Alors moi j'avais mis l'hydromel des sorcières, comme je disais au niveau du titre que je souhaitais atteindre, on va dire dans ces catégories parce que j'aime bien l'idée de sorcière, ça me plaisait bien. Mais là alors si je suis l'objectif, si je suis mon résultat, en fait que j'obtiens le titre Le Festin des Alphelins en validant 12 catégories. Donc les alphelins je sais pas vraiment ce que c'est, mais disons que moi j'aimais bien l'idée de sorcière. Et en tout cas je suis heureuse d'avoir pu participer à ce challenge. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez participé au challenge, si vous avez réussi à le valider, si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou si certains vous font envie tout simplement. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez des emojis. Donc là vous pouvez me mettre des emojis encore en lien avec l'automne, donc je pense notamment à la citrouille d'Halloween, ou aux feuilles mortes d'automne, là les feuilles qui tombent. Ou sinon vous pouvez me mettre un emoji en particulier avec un des livres qui vous a fait envie, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous retrouve donc demain pour ouvrir une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent en vidéo. Donc à demain pour de nouvelles aventures, portez-vous bien et il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye.